Cette chanson m'a fait énormément souffrir, Itzal, parce que j'ai tout un rapport à cette chanson qui est très complexe parce que j'ai dû refaire beaucoup de versions. Il y a eu 48 versions de cette chanson. Le refrain a jamais bougé. Le refrain a toujours été ce qu'il a été, très vite. Et en fait, c'est juste tout autour, quel arrangement, comment on arrive dans la track, quelle durée elle dure, comment on la finit, comment le pont, qu'est-ce qu'on met comme élément dans le pont. Tout ça, ça a été 6 mois de boulot, en fait. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a mené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est donc avec Zawi. Il faut t'appeler Zawi désormais, hein. C'est comme ça. Oui. En vrai, ça me gêne un peu parce que je préfère qu'on m'appelle Raph, mais comme il faut quand même bien impacter le nom, il vaut mieux m'appeler Zawi en interview en tout cas. Ça vient de c'est ton deuxième nom, c'est ça? C'est mon nom de famille. Mon nom de famille complet, en réalité, c'est Fagé Zawi. Donc, c'est le nom de ma mère et le nom de mon père. Donc, Zawi, c'est le nom de mon père. Ok. Je suis pas allé chercher loin. En vrai, il y a eu un gros processus de réflexion, mais qui a amené à un truc un peu... Ah oui, c'est ça, tu t'es imaginé plein de trucs. Ouais, j'avais plein de pistes et tout, puis tout d'un coup, je suis tombé sur ça en disant, mais ça, c'est évident. Je voulais pas du tout m'appeler Raph ou Raphaël, bah, déjà parce que c'était... Raphaël, c'est déjà pris, voilà. C'est pas le même style, hein. Ouais, non, c'est... Oh, quoi que, c'est super joli. Raphaël, oui. il fait des très belles chansons. Très joli, c'est un peu moins... mais c'est un peu... Ouais, c'est un peu... c'est pas le même style. C'est de la chanson française, quoi. Enfin bon. Et du coup, en fait, je me suis dit, bon, Zawi, c'est cool. J'ai toujours aimé ce mot, mon nom, enfin... Il y a des gens qui t'appelaient Zawi dans la vie ou non? Non. Ah oui, donc tu t'apprends aussi à te faire appeler comme ça, quoi. Ouais, alors je me le fais pas tellement appeler comme ça au quotidien. C'est effectivement en interview, à chaque fois, on me posait la question. Ouais, j'imagine. Après, il y avait un truc d'identification, c'est-à-dire qu'en fait, comme je m'appelais déjà Raphaël Zawi sur Instagram... Je me suis dit, en fait, c'est un changement et en même temps, au moins, le nom est déjà un peu impacté. Puis, j'ai pas changé mon nom Instagram, ce qui est pas mal parce que c'est une galère, en fait. Et puis, graphiquement, c'était cool. Et voilà. Mais sauf que toute ma famille, parce que il y a beaucoup de Zawi, du coup, du côté de mon père, et toute ma famille, il y en a qui sont venus notamment au premier concert, et à la fin, c'est ça, ah oui, Zawi, ils disent, ça nous fait tellement drôle, tu vois, genre, d'entendre crier notre nom de famille comme ça. Et puis je me suis fait le mec il arrête plus et je me suis fait contacter par Grégory Zawi sur Instagram, c'était assez drôle aussi. Qui est Grégory Zawi? Grégory Zawi, c'est le mec qui a fait l'arnaque à la taxe carbone. Ah yes, c'est lui. C'est le cerveau qu'il l'appelle dans le truc. Je sais pas. Et qui vient de faire une vidéo buzz avec Booba, bref. Et du coup, il m'a contacté sur Insta en disant, bref. En fait, je crois qu'il y a une communauté de Zawi parce que Zawi, c'est quand même un nom assez répandu. Oui, j'allais dire, c'est pas un de tes cousins. Non, voilà. En fait, il y a beaucoup de Zawi. Et donc, j'ai la lourde tâche aussi de tous les représenter avec ce blaze maintenant, tu vois. Mais c'est un vrai truc aussi tu vois, de retrouver un nom et de te dire ok, comment je vais m'appeler. Il y a un truc de nommer, d'identité, quoi, qui est hyper important. Et tu vois, on parlait, t'as un petit garçon qui a 2 ans et demi, c'est pareil en fait, tu vois, quand tu choisis un prénom. Quand tu choisis un prénom, c'est une putain de responsabilité et de tâche, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. C'est vrai, du coup, c'est pour ça que je me suis creusé la tête. Je voulais m'appeler Zouave, puis après j'ai capté que c'était un mouvement d'extrême droite, j'ai fait, bah non. Ah ouais, putain. Je trouvais ça très cool, Zouave. Ouais. Y avait quoi? Je dois avoir un fichier. C'est Capitaine Haddock, non, qui utilise beaucoup ce terme Zouave. Ouais, je crois, mais il y avait un truc assez. Ça marche bien. Assez cool, ouais. Ça marchait bien, mais vraiment T'étais en train de chercher ta note, c'est ça? Je voulais chercher ma note. Franchement, j'adore ce genre de mais de je sais pas si elle existe Brainstorm encore. où tu cherches des noms pour des trucs. Et en fait, il y a un moment donné où il
il y a une forme d'évidence. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, mais quand t'es retombé sur Zawi, tu te dis en fait peut-être t'avais fait le tour pour en arriver là et te dire en fait en vrai ça c'est cool. Et ouais, c'est vrai, c'est comme un prénom. Effectivement, il y a un moment donné, tu te dis bon bah c'est ça. Après, j'ai quand même pas mal demandé l'avis des uns et des autres, et tout le monde avait l'air de dire ouais c'est bien, c'est bien. Bon, je retrouve pas le fichier. Il y avait gamin aussi, je voulais m'appeler gamin. Enfin, j'avais mis quelques trucs. Et bref, excuse-moi, du coup j'étais ailleurs. Bah non, mais t'excuses pas. C'est un peu le concept de l'interview que tu parles. Mais on va parler un petit peu effectivement de ton histoire, de comment t'en es venu à monter Thérapie Taxi, et puis en fait comment t'en es venu aujourd'hui. Enfin, alors on finit par arrêter cette aventure, et puis que tu racontes aussi comment t'en es venu à te dire ok bah maintenant il faut que j'y aille tout seul. Est-ce que ça a été une vraie volonté de ta part de te dire maintenant il est temps de faire ma carrière solo, etc. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle un peu de ton enfance. Et donc, à quoi tu ressemblais, Zawi, quand tu avais 7-8 ans? Quand j'avais 7-8 ans, j'étais un peu une vicose. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, on m'appelait Morvel, parce que j'avais toujours la morve au nez. Oh putain. Et j'avais un style pas ouf. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, le style que j'avais avec 7-8 ans, je pense que les gens seraient en mode, waouh, le mec était très stylé. Mais pour l'époque, c'était pas ouf parce que ma mère achetait que des fringues en fripe. Donc j'avais un espèce de style encore un peu 90, alors que on n'était plus vraiment dans les années 90 et que j'avais pas de trucs neufs. Et donc des espèces de trucs très larges, tu vois, des sweats ou des pulls très larges avec des jeans un peu délavés. Ce qui dénotait vachement avec le reste des enfants qui étaient plutôt avec des trucs de marque un peu stylés et un peu sportswear. Et puis j'avais je crois que j'avais un truc là quand tu dis 7-8 ans, je m'imagine avec un truc autour du cou qui devait être une Game Boy ou un truc un peu comme ça. Je dois avoir une photo de cette époque-là et du coup ça m'évoque ça. Tu joues aux jeux vidéo? Et j'avais pas la télé, j'avais pas de PlayStation, j'avais juste le droit à la Game Boy et je jouais beaucoup à Pokémon parce qu'en fait, et je l'ai compris sur le tard, en fait quand t'es parent et que t'as envie de faire des trucs, ma mère dansait beaucoup le tango par exemple. Donc elle nous emmenait, moi et ma sœur, dans des balles. Et pour être tranquille, en fait, on avait le droit à la Game Boy. Donc nous, en fait, ces soirées, on les adorait. On se dit, on va avoir 2 ou 3 heures de Game Boy devant nous. Ça n'arrivait jamais. Et en fait, j'ai compris plus tard que elle, c'était un espèce de truc pour dire, bon bah, je vais en même temps me faire kiffer. J'ai pas le choix, j'ai pas les moyens ou quoi d'avoir une babysitter, donc je vais emmener mes gosses. Et pour être sûr qu'ils fassent pas de conneries, qu'ils soient tranquilles, je leur mets leur Game Boy les deux. Et puis c'est parti, quoi. Et ils faisaient quoi tes parents comme métier, ou ils font quoi comme paris? Ma mère était psy, elle était psychothérapeute et médiatrice familiale, et mon père qui est clairement en fin de carrière là, mais il est en fait, je sais pas si sa carrière est tout à fait finie, mais on est sur une fin quand même. Il était chorégraphe, chanteur. En fait, il a eu un groupe de musique, mais pas que, de musique, de danse et de spectacle juif en fait. Donc son fait d'armes, c'est d'avoir créé la danse de Rabbi Jacob notamment. No shit. Je te jure. Et en fait, donc ça a été le chorégraphe de la danse de Rabbi Jacob. Donc c'était tout début des années 70. Oh et ensuite, il a formé une compagnie qui s'appelait Adama et qui est sur le déclin là, mais où notamment avec 2 de ses frères, et où en fait c'était des espèces de grands spectacles avec plein de musiciens, des danseurs, tout ça. Et il faisait plein de spectacles. Enfin, il créait des spectacles et il les jouait sur scène. Et à côté de ça, il se faisait pas mal de bif en faisant des fêtes privées aussi, au bar mitzvah ou mariage notamment. Et donc il a eu une vie d'artiste, d'intermittent pendant toute sa vie. Il a bien vécu. Et puis là, voilà, comme il a quand même 73 ans maintenant, il me parle de faire un concert pour vraiment conclure tout ça à la fin de l'année, un petit truc un peu intime pour dire au revoir, quoi. Ok. Voilà, donc on en est là, quoi. T'as grandi un peu, toi, dans cet univers, dans son univers à lui, de ce fait-là? En fait, lui habitait à Paris et moi j'étais avec ma mère à Avignon, donc je le voyais pour les vacances. Je le voyais pour les vacances, une fois toutes les 15 jours ou tous les mois, je sais plus trop. Donc j'ai un peu connu cet univers-là, mais c'était pas mon quotidien, quoi. Ouais. Avignon, donc t'as grandi à Avignon, c'est ça? Ouais. Donc, en fait, l'appart dans lequel t'es, j'ai d'abord habité là de 0 à 2 ans, donc à Paris, avec ma sœur. Et en fait, ma mère étant une mère célibataire avec 2 enfants, et
elle avait pas déjà, je crois, les moyens d'avoir un appart plus grand et elle s'est dit ça va être un peu serré. Et donc quand j'ai eu 2 ans, elle est descendue à Avignon. On est descendus tous les 3 à Avignon. Et ensuite j'y suis resté jusqu'à mes 18 ans. Ok. Et je suis remonté à Paris. Comment ça se passe pour toi le collège-lycée? Alors le collège, cool. C'est-à-dire qu'en fait au collège j'ai été un peu plus famous qu'à l'école primaire. On m'appelait plus Morvel. Putain, c'est quand même terrible. Et je me suis fait des super potes au collège qui sont encore en fait mes meilleurs amis. C'est-à-dire qu'en fait là j'ai beaucoup de chance en plus parce qu'ils habitent. Il y en a un qui habite à 300 mètres là et l'autre, donc mon meilleur pote habite à 300 mètres là et ma meilleure pote habite à 300 mètres de l'autre côté. Et c'était mes 2 meilleurs amis au collège et c'est encore mes 2 meilleurs amis. Donc ils sont venus vivre à Paris. Ils sont venus vivre après moi, mais au final pas mal de mes potes d'Avignon ont fini par venir vivre à Paris. Et le lycée, écoute, ça a été plus compliqué parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à fumer des pétards à l'âge de 13 ans. Ouh. Et ouais. C'est jeune. C'est jeune. C'est jeune. C'est jeune. C'est vrai que c'est jeune. Et c'est jeune et le cerveau est pas tout à fait formé à cette époque-là. Et du coup, à 15 ans, j'étais en seconde, au milieu de l'année seconde, j'ai fait un énorme bad, une énorme crise d'angoisse. Et sauf qu'en fait, j'ai quasiment tout mon lycée a été pourri par 5 ou 6 crises d'angoisse par jour. J'étais dans un mood pas du tout lycéen teuf. J'avais beaucoup de mal à sortir. J'ai dû affronter beaucoup de crises d'angoisse pendant tout le lycée. Ça allait mieux en dernière année de terminale, mais du coup, j'ai pas du tout profité des années lycée comme on l'entend parce que je buvais pas une goutte d'alcool. J'étais quasiment agoraphobe, c'est-à-dire que je sortais très peu parce que j'avais très peur de sortir, donc je donnais le change. Mais globalement, j'étais quand même en PLS, quoi. Ok. Et la weed t'aidait à oublier tout ça, c'est Non, ça, j'ai plus retouché. Ah J'ai oui. plus retouché un joint ou parfois je tiens une latte pour faire. En gros, j'ai fumé de 13 à 15 ans. J'ai fait un énorme bad suite à une intoxication ou avoir trop fumé. Et derrière, même si je ne touchais plus du tout au pétard, en fait, j'en ai eu pour 2 ans et demi de crise d'angoisse, en gros. Waouh. Ouais. Très bonne adolescence. Bah, la fin était compliquée. Ouais. La fin était compliquée, mais de 11 à 15 ans, je me suis bien marré. Mais la fin était compliquée. Après, ça a duré 2 ans, puis c'est allé en décrescendo. Donc, mon année de terminale, au final, j'ai quand même réussi à la kiffer. T'es rentré dans la musique par le violon, c'est ça? Ouais. J'ai fait du violon au conservatoire. J'ai commencé le violon à 6 ans. Ouais. Et j'ai arrêté à 14. C'est quand même Ah oui, t'as arrêté à 14. Ouais. J'allais dire, c'est quand même pour moi, c'est l'un des instruments les plus durs à apprendre, quoi. Ouais, je confirme. Je confirme, puis surtout, en fait, en fait, on dit ça, et puis, en fait, ce qui est dur, c'est qu'au début, avant de tirer un son correct, il faut au moins 2 ans d'apprentissage, là où, au piano, t'appuies sur une touche. Et en fait, le piano, ça devient c'est aussi un instrument très compliqué, mais c'est plus agréable au début et plus facile d'apprendre parce que tu gênes moins les gens. Mais par exemple, des instruments avant, je pense à la trompette ou ce genre de truc. Avant de sortir un son décent, il faut aussi 2 ans de pratique, quoi. Ouais, c'est dur. Okay. Donc en fait, non, c'est pas un des instruments les plus durs à apprendre, mais effectivement, c'est ingrat, exactement, c'est ça. C'est ingrat, très ingrat au début, mais les instruments avant sont très très ingrats aussi au début, par exemple. Ok. Comment tu dis que t'as arrêté à 14 ans? J'imagine c'est l'adolescence et t'en as marre, c'est ça? Ouais, j'arrivais pas à bosser. Ça faisait 2 fois que je ratais mon entrée en 3e cycle. Je pouvais pas, en fait. Je pouvais pas bosser 1 heure par jour. J'étais trop feignant, ça m'intéressait pas assez. Et puis, le conservatoire, c'est un mood quand même un peu à l'ancienne où en fait on te demande de bouffer 3 pages ou 4 pages de partition à apprendre par cœur, où il y a pas du tout d'impro, il y a pas du tout, c'est très c'est pas fait, c'était évidemment pas une méthode d'apprentissage faite pour moi, quoi. Aujourd'hui, tu te rends compte, c'est ça? Ouais, c'est clair. Et puis surtout, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait j'ai commencé à aimer la musique au moment où j'ai arrêté le conservatoire. Aïe, oui. Donc, t'as retrouvé un autre prof ou comment t'es revenu à la musique en fait, juste quand au collège, du coup, j'étais en musique études avec cette histoire de violon et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à prendre une guitare en autodidacte,
c'était pas trop compliqué du coup. Enfin, c'était moins compliqué, je pense, parce que j'avais déjà la corne au bout de la main gauche, en fait. Et je crois que quand t'apprends la guitare, le plus dur, c'est que t'as très très mal aux doigts parce que t'appuies très fort sur les cordes et comme moi, cette corne était déjà formée, j'ai pu apprendre un peu plus vite, je pense. Et ça a été très vite un peu satisfaisant parce que... Et puis t'avais des bases de solfège. Ouais, ça servait un peu à rien parce qu'en plus, en solfège, j'étais vraiment très mauvais, en plus. C'est vraiment, Ça t'intéressait pas, quoi. Ouais, c'est dommage, parce que le solfège, l'harmonie, c'est des trucs aujourd'hui je regrette de pas avoir ce bagage-là, et c'est des trucs que je rattrape tout petit bout par petit bout, alors qu'en vrai, avoir ces clés-là, c'est quand même une manière d'aller beaucoup plus vite dans le taf, de comprendre ce qui se passe, tout ça. Mais à l'époque, ouais, non, vraiment, je crois que j'ai redoublé 4 ou 5 fois pour le coup aussi mes classes. En fait, à la fin, en FM, donc les classes de solfège, je mettais 2 têtes à tous les autres élèves parce que juste, j'avais 4 ans de plus parce que genre, j'arrivais pas à passer des classes, quoi. Et bref. Mais en tout cas, j'apprends la guitare à ce moment-là, genre quand j'ai 12-13 ans, je prends la guitare, je fais des petites covers, et puis surtout, c'est super utile pour les meufs. Oui, c'est... et donc en fait, cliché à la con, je te jure. Non, mais c'est vrai. Franchement, quand t'as un physique moyen, il faut trouver aussi des moyens, quoi, genre d'accrocher les trucs. Et moi, vraiment, la guitare, c'était mon arme, quoi, ma botte, quoi, mon truc à moi, quoi, pour essayer de boxer dans la catégorie des mecs beaux gosses, un peu sportifs ou quoi. Moi, j'avais ça, quoi. Tu chantais un peu déjà à Ouais, ou... direct. Moi, j'ai pris la gratte pour chanter, quoi, pour m'accompagner au chant. Donc, mais d'où vient cette envie de chanter? Parce que le violon, ça va pas... Je sais pas. Okay. J'ai toujours chanté. Même, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours chanté. Okay. Chanter dans la voiture quand on faisait des longs trajets, j'improvisais des chansons et ma mère adorait ça, donc elle m'encourageait, elle me disait, alors que ça devait être horrible, genre elle me disait encore rechante-moi encore une chanson, puis c'était des chansons qui existaient pas, donc j'inventais des mots, des trucs, et puis comme ça ma sœur était dépitée, elle en pouvait plus, et je faisais ça, et puis je m'imaginais, même quand depuis tout petit, je m'imaginais faire plein d'albums, et puis j'avais des chansons que j'ai toujours chanté tout le temps, partout, et donc voilà. Ça te vient d'où? C'est fou, hein. J'ai quand même un père musicien. Ouais. Et puis je pense que le violon quand même, ça fait l'oreille. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours été très nul en rythme, mais j'étais très bon en dictée de notes, par exemple. Et le violon, ça forme l'oreille. C'est quand même un instrument qui chante beaucoup, qui est très expressif, quoi. Ça peut presque ressembler à une voix. Tu peux mettre beaucoup de nuances, tout ça. Donc je pense qu'il y a quand même, mine de rien, faire 6 ans de violon, c'est quelque chose qui influe et qui apprend des choses ou qui donne envie. Et puis surtout, je pense que c'est écrire des chansons, c'est quand même un moyen de survivre assez cool, quoi. C'est un moyen d'extérioriser, d'affronter des tempêtes, et très vite, en fait, moi, j'ai commencé à faire des covers, et puis le moment où j'ai traversé cette tempête de crise d'angoisse, mon père m'a dit si t'es pas bien, écris des chansons. Et en fait, très vite, je me suis mis à écrire mes propres chansons parce que c'était vraiment un exutoire qui était très important pour moi au lycée parce que c'était thérapeutique, quoi. Ouais, voilà, c'était super thérapeutique, classique, basique, j'ai envie de te dire. Non, parce que t'aurais pu faire autrement, J'aurais pu faire du sport. Ça n'a pas été le cas. Non, mais c'est vrai que c'est une façon comme une autre de sortir les choses, si tu veux, mais c'est pas la seule, quoi. C'est pas la seule. Ok. Comment se passe? Tu fais quoi après bac? Et ben après le bac, que j'ai au rattrapage. Ouais. Galère. Ouais, franchement, elle est marrante cette histoire parce qu'en fait, je passe un bac éco et je sors mon point fort, parce que j'avais beaucoup de points faibles, mais mon point fort, c'est vraiment la matière SES, économique et sociale. Et mon meilleur pote, donc celui qui habite à 300 mètres là, qui me connaît très bien, me dit: Raph, tu vas avoir les sujets, tu vas vouloir prendre la dissertation, mais surtout ne prends pas la dissertation, assure ton coup et prends les questions de texte, les machins et tout. Je lui dis: ok Pierrot, t'as raison et tout. Et puis je tombe sur le truc et je vois la disserte, je dis: putain, j'ai trop envie de faire une dissertation. Et je dis: tant pis, je vais sur la disserte. Et là, j'avais l'impression que je maîtrisais le sujet. Je badigeonne des pages, je passe à parler de flexi-sécurité danois, je balance des rêves, j'y vais comme ça. Je sors du truc. Je dis à mon meilleur pote: putain, si j'ai pas 15, c'est un scandale, genre j'ai torché le truc, mon bac c'est haut la main. J'ai eu 6.
J'ai jamais compris pourquoi. J'ai eu 6 sur 20. Ça m'a ruiné tout mon truc. Et j'ai dû aller me coltiner à rattrapage. Et cette injustice, je sais que pendant 1 an, j'ai écrit au rectorat en disant, je veux voir ma copie. C'est une injustice qui restera toujours un mystère pour moi. T'as écrit au rectorat? J'ai écrit au rectorat en disant je veux récupérer ma copie, je veux voir ce qui se passe, genre pourquoi j'ai eu 6, genre. Et en fait, j'ai des très gros problèmes d'orthographe et je soupçonne, en fait, alors que normalement t'avais le droit d'enlever maximum de points pour l'orthographe, je soupçonne un prof, tu vois, qui en pouvait plus, qui corrigeait et qui a vu un espèce de ramassis de fautes d'orthographe qui était illisible et qui s'est dit allez, dégueulasse 6, tu vois. Ah yes. Bref, mais du coup c'est une injustice qui restera à jamais résolue. Et donc avec mon bac au rattrapage, je suis monté ensuite à Paris pour faire une école de journalisme. Ok. Pourquoi faire? Pour faire du journalisme, a priori. Mais pourquoi le journalisme? Parce que j'avais payé très cher, enfin ma mère avait payé très cher des conseillères d'éducation parce que vraiment on savait pas ce qu'on allait foutre de moi et qu'on était tombé sur journalisme et j'étais plutôt d'accord. Voilà. Ce qui est quand même la pire orientation, quoi. Franchement, non, c'était une bonne idée. Moi, je les avais trouvés bons, hein, ces équipes d'orientation. En vrai, le journalisme, c'est cool. Moi, je trouve que c'est un métier cool. Vraiment. Et puis, j'étais dans une école privée à la con qui m'a poncé beaucoup de fric et qui était une école où, en fait, on rentrait un peu facilement et qui était vraiment, avait une déontologie très légère. C'est-à-dire qu'en fait, ça les dérangeait pas de confondre com et journalisme, mais bon. Mais j'ai appris des trucs, j'ai fait des stages, notamment en radio, que j'ai adoré. Et puis, j'ai rencontré des gens cool. Et puis, en fait, il y avait quand même des profs passionnants et on parle d'un métier qui est quand même ultra important pour la vie démocratique et qui est aujourd'hui encore plus qu'avant, qui est pour moi ouais, c'est un chouette métier et à faire avec passion et qui en fait est très très important donc en fait ouais, non, je trouve que c'est un bon choix de carrière en vrai. Alors j'ai pas fait ça du coup, mais c'est un bon choix de carrière. Bah ouais, comment tu finis par pas faire ça finalement? Alors toujours mes problèmes d'orthographe qui m'interdisaient absolument la presse écrite puisque c'était impossible avec mon orthographe de merde. La radio, j'ai failli vraiment réussir à faire de la radio. J'étais pendant 1 an en matinale à WeFM en stage et c'était trop bien, mais c'était compliqué. Et puis la radio, il y a quand même très peu de place. Et après, j'ai fait une spécialisation télé. Je suis allé faire un peu de télé, puis je me suis rendu compte que le monde de la télé, c'est vraiment un monde de fils de pute incroyable. C'est vraiment un truc horrible, genre. Et après, donc j'ai fini c'était un cursus de 3 ans. J'ai fini mon cursus de 3 ans. J'ai eu mon diplôme. J'ai fait un stage de fin d'études en tant que cadreur monteur pour The Voice. Mais c'était très cool les tournages, mais en revanche les moments où je devais monter, où c'était une équipe que de stagiaires, tu vois, avec une boîte de prod qui s'appelait Shine, le démon, le diable, quoi, genre tout ce qui marche pas dans notre société, quoi. Il y avait une meuf en CDD avec 6 stagiaires esclaves à qui tu parlais comme de la merde, ouais. Et donc en fait j'étais vraiment pas chaud et puis à la fin ils me disent bon on a une super proposition à te faire, c'est-à-dire qu'on va te payer une fausse école pour que tu puisses refaire une convention de stage pour qu'on puisse continuer à te payer 400 balles pendant 6 mois en gros. Et là j'ai dit non, en fait là je crois que je préfère encore être serveur et avoir un vrai salaire parce que avec 400 balles tu vis pas, quoi. Et donc c'est ce que j'ai fait des petits jobs. J'ai pas vraiment cherché en fait de taf en journalisme. Je me rappelle d'une scène très marrante. C'était une période un peu rock de ma vie, mais il y a effectivement une scène marrante où j'avais quand même postulé à 2-3 trucs et il y a une gazette ou je sais pas quoi, quelqu'un qui m'appelle mais qui était à Lyon, tu vois, pour dire ouais, on a vu votre truc, et je sais pas ce qui m'a pris, il était 9h du mat, ils me disent que c'est à Lyon, tout ça, je leur dis, je suis vraiment désolé, mais là, je suis en gueule de bois de ouf. Donc, est-ce que vous pouvez me rappeler à 13h? Évidemment, ils m'ont jamais rappelé. Mais j'ai ce souvenir-là de mes tentatives, tu vois, ça ressemblait à ça, mes tentatives de trouver un taf dans le journalisme. Ça ne marche pas. Les jeunes qui nous écoutent. Ça ne marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Voilà, donc j'ai fait le pire taf du monde. J'étais enquêteur Ipsos dans les transports en commun, notamment. Je me levais à 5h du mat pour aller au bout du RER A pour demander aux gens quel était leur modèle d'utilisation de carte Navigo. En gros, s'ils avaient le pass 1 semaine, 1 mois, quoi. Et crois-moi qu'à 5h30 du mat, les gens qui sont au bout du RER A, ils ont autre chose à foutre. Donc tu te prends pas mal de ferme bien ta grande gueule, genre, alors que toi t'es là, genre, t'as froid dans les... Bref, c'était horrible, c'était bien payé, mais c'était horrible.
Et après, j'ai été serveur vite fait. Et ensuite, un pote à moi m'a dit, mec, arrête tout, j'ai trouvé le dream job, ça va être trop bien. Je me suis fait engager en tant que pion dans un collège. Le CPE est complètement timbré. Je vais réussir à te faire rentrer en 2-2. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et donc pendant 2 ans et demi, j'étais pion au collège et j'ai adoré ça. Et en même temps, j'étais avec mes potes. En fait, on s'était fait une équipe de pions où c'était que nos potes qu'on ramenait dès qu'il y en avait un. Et j'ai adoré ce taf, j'ai adoré cette époque de ma vie. Ok. Tu continues à faire de la musique ou alors dans ce moment évidemment pendant cette période-là. C'est vrai qu'on parle plus du tout de musique. En non, fait, mais pendant tout ce truc-là, et j'ai un groupe avec AD qui s'appelle Milky Way. Donc on s'est rencontrés. J'étais en 2e année d'école de journalisme. Donc en fait, toute cette histoire, il y a toute la musique qui suit cette histoire. Et où en fait, donc pendant toute cette période, on fait des rades. Alors d'abord, on est 3. Pendant longtemps, pendant 2 ans, on est 3 et on commence. C'est moi qui leur dis, on va faire un truc. C'est le Fallen Fest, donc c'est un espèce d'emerganza bis, c'est-à-dire des trucs qui sont une arnaque totale. D'ailleurs, je suis révolté par ces trucs-là, mais bon, bref. Où en gros, si tu veux, le concept, c'est que tu t'inscris avec ton groupe. Et tu dois faire payer tes potes pour venir te voir jouer 10 minutes et ils enchaînent les groupes qui jouent 10 minutes, ils vendent des prix, des tickets à un prix d'or. En gros, ils se font un fric de ouf. Sauf que toi, du coup, ça te permet de jouer dans des salles, tu vois, tu commences à la Boule Noire, tu vas on est allé à la Boule Noire, il y a une péniche là, je sais pas où, on a fait les bains, il y a eu le Gibus et tu finissais même à la Cigale. Donc en fait, toi, quand tu connais rien, t'es en mode genre, ouah, je vais jouer à la Cigale. Ouais. Donc il se base un peu là-dessus, mais sauf que t'es accueilli dans des conditions extrêmement merdiques, que tout le monde a rien à foutre de ta gueule et qu'en fait tu gagnes. Ceux qui passent les tours, c'est les gens qui arrivent à vendre le plus de tickets. Bien sûr. Donc en fait, c'est juste, il y a aucun challenge artistique, c'est juste est-ce que t'as des potes prêts à se faire pigeonner pour toi. Et ben on avait pas mal de potes prêts à se faire pigeonner parce qu'on est allé jusqu'en finale. Et donc ça a été les premières expériences. Et après ce truc-là qui nous a donné quand même l'occasion de faire un peu de scène, et ben on a commencé, on avait monté notre page Facebook, on avait un SoundCloud. Bref, comme un groupe débutant, c'est évidemment d'abord tes potes et puis après tu contactes un peu les rats. Donc t'as 600 ou 700 personnes qui te suivent sur Facebook. Donc le rat se dit bon bah là de toute façon ça va ramener 30 potes, donc ça va me faire un peu de chiffre, un peu de chiffre pour un mardi soir. Enfin tu vois comme ça se passe. Et donc pendant quelques années, on a fait un peu tous ces plans galères qui sont pour moi très formateurs et marrants à faire. Mais donc tu vas jouer. Tu vois, alors il y avait quoi? Il y a l'international, il y a le machin, le truc, et puis le climax, si tu veux, de ces plans galères, c'est quand t'arrives à avoir une date au Supersonic. C'est un peu le graal des plans galères pour moi, le Supersonic, tu vois, où t'as quand même une scène un peu cool et qu'il y a une programme un peu cool. Enfin voilà. Ça reste formateur. Et c'est ultra formateur parce que moi je vois des artistes et d'ailleurs je trouve ça de plus en plus dommage parce qu'il y a plein d'artistes qui passent plus par là parce qu'en fait pour X ou Y raison, parce que c'est quand même un format un peu rock de passer par des trucs où tu dois brancher un ampli, où c'est galère, où t'as le drummer qui t'explose les oreilles et qui est beaucoup trop fort par rapport à tout le monde, donc tu dois t'engueuler avec le drummer en disant essaye de jouer plus doucement, putain on n'entend rien, et puis t'as les wedges qui l'arsènent, et c'est vrai qu'aujourd'hui, après ça va faire vraiment vieux con, mais c'est vrai que c'est plus bon, tu balances un ordi, il y a déjà un truc mixé, tu prends un micro, et puis en fait t'es sur Ableton, et en fait ça se passe du coup plus simple, et puis en fait je dis ça, mais ça doit exister quand même, tous ces trucs, aller voir des petits groupes en rad, c'est un truc qui existe encore, hein, en vrai, à Paris. Mais ça m'arrive de rencontrer pas mal d'artistes qui ont pas vécu ce truc-là, en tout cas. Qui ont, en fait, qui ont tout de suite connu le format de je plug des titres sur les plateformes, tout ça, donc ça marche un petit peu, je me refais repérer comme ça, et en fait, direct, on me propose des conditions de salle qui sont pas dégueu. Des conditions d'accueil pas trop mauvais, et en fait je sais pas effectivement ce que c'est de bouffer mon pain noir à trimballer 12 kilos de matos partout en France pour jouer devant 5 personnes, ce qui est effectivement, moi je trouve formateur, et ce qui te permet aussi derrière de encore plus, je pense, savourer quand ça se passe bien. Ouais. Parce que pendant tout ce temps-là, en fait, tu racontais que t'étais enquêteur au fin fond du RERA, tu devais te lever à des heures pas possibles. Enfin, c'est une vie qui est complexe, j'imagine, non?
Moi, je l'adorais cette vie-là, Ouais. parce que j'avais mon petit chez moi, genre. Oh, vous le voyez pas, mais il regarde au fond avec une petite lueur de nostalgie dans les Ouais, yeux. parce que c'était une super période. Et puis en fait, quand mon pote me propose ce truc de pion, je suis quand même à un point où je me dis bon, là c'est chaud parce que tu vas pas trouver de taf avec ton petit diplôme. Donc je me dis dans ma tête, j'ai un deal avec moi-même. Je me dis bon, je fais 2 ans de ça en essayant de vraiment faire la musique sérieusement parce que c'était un emploi à mi-temps qui me laissait vachement de temps pour faire de la musique. Et si ça marche pas, je reprends mes études. Ou je sais pas ce que je fais, mais en tout cas, là j'ai 2 ans. C'est 2 ans. Je m'étais fixé 2 ans dans ma tête. T'es encore jeune à l'époque, non? Alors là, on va faire les mathématiques. Ça, là, t'as c'est... 29 ans aujourd'hui, c'est ça? Ouais, j'ai 29. Donc à l'époque, je dois avoir 23 ou 24 ans. Ok. Un truc comme ça. On doit être en... Attends, 2012, 2012. On doit être en 2014-2015. Ok. Donc il y a 7 ans. Donc ouais, même 22 ans, c'est ça, ouais. C'est les débuts de Thérapie Taxi à ce moment-là, c'est ça? Ou vraiment, Alors, assez vite, ce qui se passe, c'est qu'en gros, il y a une année charnière, si tu veux, pour moi, qui est la première année où je deviens pion. Donc, si tu veux, pour refaire le truc, donc il y a 3 années d'études. Il y a une année un peu entre deux où je finis mon stage, je fais des jobs un peu de merde. Donc, c'est la 4e année. Et la 5e année où je suis à Paris, c'est la première année où je suis pion. Et où je me dis ok deal, il faut faire des trucs. Et en fait il faut savoir que dans l'année un peu entre les deux, il s'était quand même passé un peu de trucs. On avait notamment fait un tremplin avec France Inter, avec Milky Way, qui s'appelait Partout en live. Il y a eu 2 saisons et on avait rencontré Alan Gac, le patron de 5-7, donc un label assez connu chez Vagram, et on avait eu un autre contact avec un autre label. Donc en fait quand je me dis ça, il y a quand même des motifs d'espoir, c'est-à-dire on avait assis un tout petit truc de rien du tout, mais on avait fait un premier clip, il y avait des pros qui nous avaient répondu, on avait une communauté qui devait être de plus de 1000 personnes, ce qui me paraissait beaucoup à l'époque sur Facebook. Et notamment cet Alan Gars qui nous avait dit vous êtes trop vert pour que je vous propose quoi que ce soit. En revanche, je vais vous aider à faire des concerts dans des meilleures conditions. Et donc on avait 2-3 concerts prévus, notamment aux Nuits Klaxon des Trois Baudets, un truc dont je rêvais depuis 3 ans, parce que quand t'es dans ces trucs-là, jouer les Trois Baudets, t'es un peu en mode genre waouh, c'est fou de jouer les Trois Baudets, tu vois, alors qu'en fait c'est nul. Enfin en tout cas quand tu fais pas de la chanson française quoi. Bref, et donc on est quand même sur une dynamique. Et en fait, dans cette dynamique, il se passe un coup dur. Donc, on est dans cette première année où je suis pion et où je me dis, OK, let's go musique. Exactement 2 mois après que je me sois dit ça, un des membres du groupe se casse pour un autre groupe. Ce qui est ma première grosse choc émotionnel où je dis, waouh, OK. Et en plus, il se casse. C'est un mec que j'adorais, qui s'appelle Joseph. Et qui s'est cassé pour le groupe Keep Dancing Inc., qui est un super groupe d'ailleurs par ailleurs. Ça me fait mal de le dire, mais c'est vraiment bien. Et donc moi c'est un mec, j'étais fan de lui, genre il était en études d'ingé son, c'est lui qui nous faisait tous nos arrangements, et puis moi je le regardais avec des yeux admiratifs total, parce que et je le pense encore, c'était un petit génie de la musique quoi. Et il se casse en disant de toute façon Raph, la musique que tu fais c'est de la merde, ça marchera jamais. Et même si ça marche, j'aurais honte que ça marche parce que franchement, c'est naze. Tu connais 4 accords sur ta pauvre guitare. C'est vraiment pas ouf. Donc si tu veux, là, j'ai vraiment un gros down. c'est dur. C'est dur. AD me dit, écoute, si tu veux qu'on continue, moi, je suis chaud de continuer. Et donc là, je me prends ce gros coup dur. Tu pensais, t'étais en train de penser à plein de trucs là. Ouais, je me refais ce qui s'est passé à ce moment-là, mais c'était un moment très dur. En fait, je sais pas. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais où est-ce que je suis allé chercher les ressources derrière pour ne pas abandonner à ce moment-là? Parce que franchement, le mec faisait tous les arrangements, c'est-à-dire que sans lui, il y avait plus rien, que ce soit sur scène ou dans la composition, il y avait vraiment plus rien. Et moi j'avais juste les chansons. Et je me rappelle que mon père m'a dit, mais le plus important mon fils c'est les chansons, et les chansons c'est toi qui les as écrites. Donc et AD aussi, c'est vous les deux qui voulez rester, c'est vous deux qui avez écrit les chansons, bref. Ouais, voilà, on voit un peu. On a l'idée. Donc c'est le plus important, donc t'as le plus important, donc faut que tu continues. Et effectivement, il y avait quand même pas mal de soutien de gens qui me disaient faut pas lâcher, tu vois.
Et en fait, ce truc-là a été le game changer pour nous. Parce que ce qui s'est passé, c'est que du coup, on avait une mini notoriété et notamment, on avait une date au Supersonic. Et donc, en fait, je me suis fixé comme objectif qui était genre 6 mois plus tard de dire il faut qu'on arrive à tenir cette date au Supersonic en tant que Milky Way. Et donc, je me suis mis à la recherche. On a publié un message sur Facebook. On était sur EasyZig, enfin des trucs et on a publié plein de messages, on a rencontré des gens, et puis les gens, quand ils nous rencontraient, ils se rendaient bien compte qu'en fait, il y avait pas grand-chose, il y avait énormément de taf, et que nous-mêmes, on savait pas trop ce qu'on cherchait, parce qu'en fait, on perdait un homme orchestre. Ouais. Donc, en fait, on perdait toute la basse, la batterie. Enfin, lui, il était sur son ordi, et il avait un synthé, mais il faisait tout, quoi. Et moi, j'étais juste avec ma vieille guitare folk et ma voix, et il y avait la voix d'Adé avec un peu d'harmonica, mais c'est tout, quoi. On repassait il fallait tout refaire. Et on tombe du coup sur on finit par trouver deux mecs qui sont donc Renaud et Félix et on remonte le truc et ces deux mecs qui sont plus âgés que nous, qui ont 5-6 ans de plus, qui sont des routards de la musique déjà, qui eux ont déjà bien bouffé leur merde, enfin qui ont bien vadrouillé, tu vois, et qui ont nous on était frais, on comprenait pas grand chose, eux ils sont en mode OK, là, professionnellement, il y a une occasion à saisir. Tu vois, ils sont un peu, en plus, ils ont 28-29 ans à l'époque, là où nous, on en a 21-22. Et eux, ils se disent, OK, donc ça, il y a des bons textes, il y a une petite fame. Là, le matériel qu'on me donne, peut-être que je peux vraiment devenir musicien professionnel grâce à ce matériel-là, tu vois. Donc, ils font ça avec énormément de sérieux. Ils reprennent les trucs, on monte une formule à 4. Et tout le monde s'investit vraiment beaucoup, c'est-à-dire que c'est beaucoup de temps. Eux, en même temps, c'est déjà leur vie en fait. Ouais. Y en a un qui est prof de maths à côté à domicile, mais en fait, voilà. L'autre qui sort d'une expérience avec un groupe, mais qui se débrouille en bouffant, en étant frigane. C'est une vie de démerde, de comme on se l'imagine dans les films, où tout le monde est dans une situation précaire à fond, mais tout le monde du coup a du temps et tout le monde se dit, ok, là on y croit et donc on fait ça bien. Et moi, à ce moment-là, je leur dis, écoutez, on est un peu dos au mur. Il y a une chanson que j'ai écrite que je pensais jamais faire sérieusement, mais en fait, je vois qu'elle fait énormément réagir autour de moi. Je vois que tous mes potes la consomment alors que c'est un fichier audio très mal enregistré, tout ça. Et je pense que ça peut être une porte d'entrée pour taper un grand coup. Est-ce que vous êtes chaud de l'assumer ? Et en fait, cette chanson, c'était Salope. Où je dis voilà, moi ce que je vous propose c'est que on avait déjà sorti un EP en tant que Milky Way, ce que je vous propose c'est qu'on essaie d'enregistrer un peu bien cette chanson et qu'on en fasse un clip et que on y aille quoi, et que ça soit coordonné si tu veux avec notre concert au Supersonic. OK. Qu'en gros le retour de Milky Way dans sa nouvelle formule, c'est voilà, Milky Way maintenant ils sont 4 sur scène. Et 2 jours après, il y a une nouvelle chanson qui arrive et qui fait pas semblant d'arriver. Et c'est quoi la suite alors ? Parce que ça s'est emballé, la suite, ça s'est emballé parce qu'en fait, en gros, on fait ce concert au Supersonic. Je crois qu'il y a une vidéo YouTube de ce concert qui était vraiment mauvais en soi, mais comme tous les concerts sont mauvais à ce niveau-là, ou à moins d'avoir un talent de ouf. Mais en tout cas, il y a plein de monde parce qu'en fait, tous nos potes sont en mode bon bah finalement c'est reparti, c'est pas fini. Donc il y a quand même une ambiance assez émotionnelle où c'est un truc assez rempli où tous les gens sont là à hurler, à dire ouais trop bien. Et moi je rejoue Coma idyllique qui était une chanson que j'adorais et je fais un espèce de discours nul en disant ouais je pensais plus jamais la jouer, trop bien qu'on la joue, tu vois bref. Et en fait ce qui est marrant c'est que dans mes souvenirs c'était ouf et en fait il se trouve que quelqu'un a filmé et du coup je vois le truc c'est naze alors que moi, tu vois, si j'avais pas vu cette vidéo, je t'aurais expliqué que c'était un truc de malade mental, que tout d'un coup, il y a la basse qui arrive, que tout le monde se soulève et tout. Et en fait, c'est tout pété. Il y en a un qui rate son fil de drum, on n'entend rien le son. Moi, je fais un discours merdique. Enfin, tu vois, mais j'aurais préféré que ça reste dans ma mémoire en mode le discours incroyable, épique. Enfin, alors que pas du tout. Mais c'est très marrant. Et en fait, dans la salle, il y a un mec qui reste, enfin, je te raconte des trucs, je sais pas comment les gens vont suivre parce qu'il y a plein d'imbrications de trucs, donc je vais essayer de te raconter le truc. C'est toujours le cas, tu sais. Ouais, alors des imbrications. Il va falloir suivre. En fait, il y a un mec qui s'appelle Alexandre Giuliani dans la salle, qui deviendra plus tard notre réalisateur artistique, mais pour l'instant, lui, on le connaît pas, ce mec. Il est venu voir un groupe de potes qui jouent après nous ou avant nous, je sais pas quoi, et en fait, on joue ce truc, et notamment on joue Salope, et lui, il se dit, ouh là, waouh, il s'est passé un truc là, cette chanson, waouh.
Et en fait, lui, c'est un mec très discret, tout ça et tout. C'est pas du tout. C'est un mec qui travaille comme un petit rat de studio, qui est assistant d'un mec, d'un réal artistique à l'époque, et qui commence à peine dans le son, et qui vient de finir son école de son, tout ça, mais qui a un contact avec des éditeurs. Et donc, il appelle les éditeurs en disant, écoutez, allez checker ça, ça peut vous intéresser. Donc nous, on n'en sait rien de ce qui se passe, hein, ça je l'ai appris après. Il se trouve qu'en fait, donc le jour même, je sais plus si on l'avait sorti un jour avant ou si on le sort mais on sort Salope, tu vois. Et bon, il se passe pas grand-chose, on la sort, voilà. Et je me rappelle notamment que je l'ai écrite avec mon meilleur pote, le fameux qui habite à 300 mètres et qui lui, il voulait pas l'assumer, donc il la partage pas. Enfin, on sort Salope et moi quand même, comme j'y crois, genre je fais de l'auto-promo, c'est-à-dire que je m'amuse à copier-coller ça 300 fois pour l'envoyer à tous mes contacts Facebook parce que je savais pas faire un envoi groupé, enfin, ou je fais un envoi, enfin, j'essaie, vraiment j'y crois et je me dis là on a un truc qui peut faire le buzz. Et une semaine ou 2 semaines plus tard, on a quelqu'un qui nous parle sur Facebook, mais qui a l'air très bizarre, et qui nous dit voilà, je suis un éditeur et tout. On sait pas du tout ce que c'est un éditeur, moi, à l'époque. J'aimerais vous rencontrer et tout ça. Et nous, au début, on croit vraiment à un canular, tu vois. Et je crois même qu'on dit on doit dire un truc genre ouais, c'est bon, je t'ai cramé, je sais pas qui. Enfin, tu vois, vraiment, on croit à un canular. Et le mec comprend pas en disant bah non, pas du tout. Enfin, c'est parce que le mec s'appelait Piranha. Il avait un truc de Piranha. Enfin, on croit vraiment à un canular et en fait, c'en était pas un. Et on se dit bon, le mec a l'air super chelou, mais en vrai, ça nous coûte quoi d'aller le rencontrer? Et donc on rencontre le mec, il nous explique un peu ce que c'est un éditeur. Il dit voilà, moi je suis un petit éditeur indépendant. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va rien signer tant que je vous ai pas trouvé un label et un éditeur plus gros. Moi j'ai fait Stupéflip à l'époque. Je connais beaucoup de gens dans la musique. Votre truc, il est très particulier, donc faut pas aller voir n'importe qui avec ça. Mais j'y crois et le seul truc, c'est que voilà, si jamais on trouve quelqu'un, je prendrai la moitié des éditions. Et nous, on lui dit, bah écoute, deal, hein, let's go. J'ai envie de te dire. Et on fait une tournée pas phénoménale. Il y avait pas non plus beaucoup de gens. Je crois qu'on rencontre Sony ATV en édition. On doit rencontrer un mec qui s'appelle Jean-Michel Aclé, qui est le producteur de Kyo. Et on rencontre Olivier Caillard et Antoine Guéna qui viennent de fonder un label qui s'appelle Panenka chez Vagram. Et qui sont vraiment au début, ils viennent de le fonder, c'est-à-dire que Olivier Caillard, c'est un mec qui a bossé pendant 20 ou 30 ans à Barclay. Antoine Guéna, c'est un mec qui se faisait appeler Funky Flav dans le milieu du rap et qui a monté le groupe 1995. Et les deux se sont retrouvés dans le même patelin en Bretagne et se sont dit on va monter un label ensemble. Parfois les histoires se jouent à peu de choses. Et qui s'appelle Panenka, qui vient de se monter, et on rencontre ces gens-là, on accroche tout de suite. Et Olivier, c'est un mec qu'en veut, tu vois, et donc il y a 5-7 qui revient un peu aussi à ce moment-là. Ouais. Et lui, en fait, pour stopper court, il y croit à fond. Il y croit vraiment à fond la caisse, et bon, pour stopper court, il propose un contrat très très vite, en fait. Très très vite, il nous met un contrat sous le nez en disant moi j'y vais. Et en plus, c'est surprenant parce qu'on le fait venir à un concert qu'on foire complètement. Donc, le concert est horrible, genre, et on se dit, le mec va jamais nous proposer un contrat derrière un concert comme ça. Et en fait, il dit, je m'en fous, vous êtes nuls sur scène, mais ça va se résoudre. J'y vais. Et donc, on signe notre contrat et dit, en revanche, là, faut changer de nom. Ça n'a aucun sens. Donc, moi, je signe pas Milky Way. Il faut trouver un nom en français parce que vous chantez en français, que Milky Way c'est nul à chier comme nom. Et donc en fait on change de nom et on a beaucoup hésité au dernier moment, ça a failli s'appeler Rue Condorcet et en fait tout le monde était contre moi, genre moi je trouve Thérapie Taxi et tout le monde me dit, c'est même lui au moment où on signe le contrat il dit t'es sûr Raph, Thérapie Taxi, t'es vraiment sûr? Oui je suis sûr. Ah, t'es sûr, on va vraiment signer sous ce nom là? Oui. Et donc on signe sous le nom de Thérapie Taxi. Ça, je m'en rappelle très bien. Et on fait un concert au Bus Palladium en juin 2016, puisque c'était un concert qui correspondait au premier match de la France à l'Euro 2016. Donc, en fait, on a eu très peu de monde à ce concert, ce qui était chiant. Ou non, on l'avait décalé l'horaire, donc les gens étaient arrivés pendant le truc. Et on acte sur la scène du Bus Palladium. Nous ne sommes plus Milky Way, nous sommes Thérapie Taxi, et nous avons un contrat chez Panenka Music pour un album et 2 en option. Pour conquérir le monde. Pour conquérir le monde. Ouais. Et donc c'est la fin de la période. À ce moment-là, moi, je suis toujours pion.
Et je vais rester pion en fait pas mal de temps après parce que signer sur un label ça fait pas tout. Mais disons que c'est la fin de la période Milky Way, la fin des errances, tu vois, qui ont duré. Donc on est en 2016, j'ai rencontré AD en 2013, tout début janvier 2013, donc 3 ans quoi. 3 ans et demi à vadrouiller, à changer de formule et à avoir le premier Graal quand tu fais de la musique, le truc qui fait dreamer tout le monde, c'est ça. Le premier truc à atteindre, c'est un contrat avec un label. Et en fait, finalement, vous aurez duré 3 ans et demi avec Thérapie Taxi, quoi. C'est ça, à peu près? 2016-2020. 4 ans plutôt, ouais. 2020. Oui, 4 ans. Plutôt 4 ans, ouais. Enfin, vous explosez. En tout cas, moi, je crois que j'ai souvenir que vous explosez à l'époque avec Itzal. C'est ça? Complètement. C'est-à-dire qu'on fait un premier EP plutôt anonyme. On commence à avoir une petite notoriété dans les groupes pop parisiens, mais vraiment, il y a rien qui s'emballe. Et puis, c'est pas assez gros pour pouvoir aller faire une tournée. On remplit une boule noire le jour même. On fait un point F quasi complet, mais pas ouf. Et en même temps, on cravache sur l'album. Et en fait, on sort Itzal en novembre 2017. Et là, il y a un turn direct, c'est-à-dire qu'en fait, on est number one en Belgique pendant des mois. Et surtout, ça fait beaucoup parler de nous. Il y a Roméo Elvis dessus. La chanson, elle cartonne. Comment vous rencontrez Roméo Elvis à l'époque? Ça, c'est encore une autre histoire. Mais en fait, moi, quand j'écris Itzal, j'écoute beaucoup Moral 2 de Roméo Elvis, et notamment En voilà une drôle question. Et j'adore sa voix, je la trouve incroyable. J'adore son attitude. Et en fait, en écrivant Itzal, pendant que j'écris cette chanson, je suis imprégné de ce que lui il fait, c'est-à-dire de l'attitude. Je fais que écouter ça dans mes pauses d'écriture. Et donc très vite, je me dis, ça serait ouf que sur ce son, il soit en feat, tu vois. Et je me dis, en vrai, on a Antoine Guénard dans la team, qui est quand même un mec qui connaît tout le monde dans le rap. C'est jouable. Et il se trouve qu'on croise Roméo, genre un mois. Donc on lui fait la demande, il dit ouais, je peux être chaud. Et on le croise à une Vevo Discover. Donc je sais pas s'ils font encore ça, mais à l'époque Vevo, qui est un truc j'ai jamais trop compris, c'est un truc de service sur YouTube, faisait des petites sessions live pour les groupes émergents. Donc le label nous avait obtenu ça, donc on fait une Vevo Discover, et il se trouve que la Vevo Discover juste après nous, c'est Roméo Elvis. Et notamment, ce qui est marrant pour l'anecdote que j'aime bien raconter pour me la péter, c'est que c'est la première fois que je vois Angèle qui arrive avec un énorme piano synthé sur le dos, donc ce truc était au fin fond de Montreuil, et elle est de Gare du Lion. Il y a absolument personne qui est venu la chercher. Elle est en galère, elle a pris les transports et tout, donc elle arrive là et je dis ça va. Ouais, je viens de galérer de ouf avec mon énorme matin, machin. Je dis, mais tu fais quoi, du coup? T'es une artiste, tu vas passer après. Il fait, en fait, je viens chanter avec mon frère, qui est pas là, qui est pas encore arrivé. Je fais, ok, marrant. Et on croise Roméo à ce moment-là, qui arrivait déjà, lui, il commençait à avoir une sacrée fame, avec toute sa team et tout. Donc, tu vois, quand Roméo arrive, il y a 10 personnes avec lui qui arrivent, puis déjà, c'est une arrivée de star. Et on va quand même lui parler en disant, tu sais, on t'a envoyé un mail. Il fait, mais ouais, je vois très bien, parce qu'on venait de faire un quotidien quand même. Et il fait, ouais, j'ai vu votre quotidien, j'ai adoré le nom du groupe. Tu vois, il dit pas j'ai adoré le son, il dit vraiment le nom du groupe, j'ai trouvé ça trop marrant. Et puis voilà. Et donc il dit, moi je suis super chaud sur l'idée. J'ai bien envie de m'ouvrir à d'autres trucs que le monde du rap, tu vois. On l'avait pas encore entendu du tout dans de la pop. Non, avant qu'il chante avec Angèle. Pas du tout. C'est venu après, quoi. C'est venu après, et ça a été une première porte d'entrée. C'est pour ça que ça a autant marché, en fait. Bon, enfin, j'y reviendrai après, mais bon, en tout cas, le mec nous dit, ouais, sur le principe, je suis super chaud, mais peut-être qu'il faudrait repartir d'un truc en commun. Et moi, je dis, quand même, cette chanson, vraiment, je l'ai un peu écrite en pensant à toi. Et puis, on avait déjà le refrain, en fait. Donc, en fait, le refrain, on savait qu'on avait un putain de refrain. On galérait énormément sur les couples et tout ça, mais le refrain, il a tout de suite, très vite été là. Je pourrais d'ailleurs te montrer une vidéo très marrante de moi qui envoie une version de Itzal à AD le matin avec ma guitare en disant regarde, j'ai une nouvelle proposition pour toi. Bref. Et en fait, il se trouve que, tu vois, donc là on est en mars 2017,
J'essaie d'être précis sur les dates. Parce que ça va à toute vitesse. Ça va à toute vitesse. On vient, en fait, mars 2017, on sort notre premier EP. Donc, en gros, si tu veux, on est dans la promo de notre premier EP qui s'appelait juste Thérapie Taxi, qui avait pas de nom, où il y avait Coma Idyllique, Adena, Pigalle et Jean-Paul dessus. Et donc, on essayait de faire en sorte que Coma Idyllique soit le single, qui est une bonne chanson, hein, mais en fait, on se débattait avec Virgin Radio pour qu'il la passe. Bon, bref, c'était pas la faux. Et ils nous avaient quand même obtenu un quotidien, ce qui est ouf à l'époque, rétrospectivement, qui avait rempli notre boule noire, d'ailleurs. Bref, on est en mars 2017 et c'est le moment aussi où Roméo il commence vraiment à exploser. C'est-à-dire qu'il vient de sortir Moral 2 et en fait ça commence vraiment à monter. Ça commence vraiment à être très gros et en fait lui du coup les mois qui suivent en fait bon cette histoire il s'en fout un peu parce qu'en fait j'imagine qu'il se passe plein de trucs dans sa vie et je commets une erreur stratégique assez grande. C'est-à-dire qu'en juin on joue au Week-end des Curiosités à Toulouse et tu me dis si je parle trop. Mais non, c'est le concept. Ouais, je t'écoute religieusement, donc j'imagine que ça va intéresser également les auditeurs. Et on est au Week-end des Curiosités à Toulouse et on joue nous, tu vois, en début de soirée parce que voilà, on est les petits noobs tout ça. Et lui, c'est un peu la tête d'affiche du Week-end des Curiosités. Et moi, je me dis tiens, super, on va le recroiser, on va pouvoir reparler du feat. Et j'ai une tendance à beaucoup boire quand même. Je suis bien porté sur la bibine. Donc le mec arrive et au début je lui parle pas parce qu'il arrive vraiment voilà comme une resta, il y a plein de gens autour de lui, il y a tous les gars de l'ordre du commun qui l'entourent, enfin et donc sur le moment j'ai pas trop le courage d'aller lui reparler de ça, je me dis en plus il est tranquille dans sa loge tout ça, puis je bois puis évidemment le courage me vient en buvant, sauf qu'en fait c'est un courage certainement très gênant puisque je finis par lui parler complètement bourré en disant mec attends écoute, alors là franchement le feat fais-le, hein, ça va être un truc de ouf, ça va marcher, ça va exploser. Puis le mec est poli, tu vois, il me dit ouais bien sûr, puis vraiment en fait les gens du groupe avec moi, notamment je me rappelle de Félix, les guitaristes de l'époque, il me dit arrête, Raph, là arrête, c'est la honte. Et puis moi qui rentrais dans sa loge sans être invité, puis les gars disent mais t'es qui toi? Là t'inquiète, je connais super bien, attends, on va faire un son ensemble. Honte totale, la balle dans le pied totale, tu vois, vraiment tout ce qu'il faut pas faire, quoi, vraiment tout ce qu'il faut pas faire. Avec zéro classe, tout ça, mais c'est assez récurrent dans ma vie de pas avoir de classe du tout quand je suis bourré, de faire, tu sais, quand t'es bourré, tu te dis que tout est une bonne idée, quoi, alors que pas du tout. Bref. Et après, vraiment, on n'a plus du tout de nouvelles. Du coup, ouais, on n'a plus de nouvelles. Vraiment, je pense que le mec s'est dit, je suis pas chaud. Et à mon avis, c'est juste mon avis, je suis pas sûr, mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que Antoine Guéna du label a quand même dit à Roméo écoute là on tient un bon titre, franchement ça te coûte pas grand chose de poser un couplet dessus, s'il te plaît fais-le. Et donc en septembre, Stretch for Nowhere, on reçoit, alors qu'on n'avait pas de nouvelles. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est Adé qui avait donné son mail et qu'en fait, elle l'avait reçu 3 jours avant, mais elle avait pas capté. Et on reçoit Itzal avec le couplet de Roméo Elvis. Ah ouais. Et 3 jours plus tard, elle fait oh putain les gars, j'avais pas vu, j'avais ça sur ma boîte mail en fait. Et on écoute le truc et au début, j'ai dit putain c'est court quand même son couplet. Puis après, je le réécoute. Je la réécoute. Et en fait, c'était une version pas mixée, tout ça, donc il y avait quand même des petits trucs à faire. Et je crois que sur le moment, je me dis pas, waouh, c'est une énorme bastos, tu vois. Je me dis juste, putain, ça va vite son couplet, quoi. On n'a pas beaucoup de Roméo Elvis, finalement. Et on la retravaille en studio et on triche un peu, on prend ces bouts de son couplet pour le remettre à la fin. Enfin, on remonte. Et puis, en fait, cette chanson m'a fait énormément souffrir, Itzal, parce que j'ai tout un rapport à cette chanson qui est très complexe parce que j'ai dû refaire beaucoup de versions, que j'ai retourné la chanson dans tous les sens et que ça a été vraiment une planche de souffrance, je sais plus comment on dit, une planche de non, je sais pas. Torture, de quoi? Ouais, enfin je sais pas, il y a eu 48 versions de cette chanson. Et notamment des moments où en fait le label m'a fait comprendre que ça serait mieux que ce soit Adé qui commence parce que en gros elle a une plus belle voix que toi, donc c'est plus accrocheur si c'est elle qui commence le couplet, donc ok, donc faut que ce soit Adé qui commence, il y a le refrain. Le refrain a jamais bougé, le refrain a toujours été ce qu'il a été, très vite, et en fait c'est juste tout autour, quel arrangement, comment on arrive dans la track, quelle durée elle dure, comment on la finit, comment le pont, qu'est-ce qu'on met comme élément dans le pont, tout ça, ça a été 6 mois de boulot en fait. Au total. Ouais. J'imagine que quand elle sort et qu'elle fait le carton qu'elle fait,
Il y a un côté, bon, ça valait la peine ou... Ouais, il y a un côté ça valait la peine et surtout il y a un côté de dire dans la musique il y a pas que les tubes ne sont pas que des trucs écrits sur un bout de piano en une demi-heure. C'est-à-dire qu'en fait là il y a un côté de et notamment les débats que j'ai pu avoir avec mes potes qui aiment pas forcément la musique de dire ouais ok super il y a des bugs dans ta tête c'est pas parce que t'as fait un tube que t'es forcément un bon zikos ou un bon artiste. J'ai envie de dire oui je comprends mais en même temps fais-le parce qu'en fait là pour le coup c'était pas c'était pas un coup de chance. Évidemment que si, c'était aussi un coup de chance. Mais je sais que du début à la fin, on s'est dit qu'est-ce que c'est le truc le plus efficace? Pourquoi il y a ce mini truc qui va rentrer là? Pourquoi il y a un cri de loup au début de la chanson? Ouais. Où moi j'avais ça en tête et tout le monde m'a dit pourquoi il y a un cri de loup et c'est devenu emblématique, tu vois. Pourquoi on va laisser un tout petit tapis de drum sur le pont? Moi j'étais contre, mais Montréal artistique, donc le fameux Alexandre Giuliani avec qui on a fini par bosser, mais bon j'ai sauté cette étape, m'a dit il faut qu'il y ait quand même encore un tout petit repère rythmique sur le pont. Pourquoi là on va entendre plus cette voix là? Pourquoi enfin tout a été pensé au millimètre sur cette chanson parce que on s'est dit ok là on tient potentiellement un tube radio et donc moi cette chanson elle m'a toujours plu, donc c'était pas un tube radio que j'allais renier ou un truc où je m'étais tu vois, où je m'étais censuré, ou je sais pas quoi, j'aimais ce qu'elle racontait, je trouvais qu'il y avait des jolis mots dedans, ce qui est quand même une bonne chose, parce que quand tu finis par avoir un hit, voilà, par exemple, si je suis honnête, été 90, j'aime pas cette chanson, tu vois. Donc c'est un hit, mais c'est un hit qui m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Alors que Hit Sale, j'aime cette chanson, j'aime ce qu'elle raconte, j'aime ce qu'elle amène, j'aime aussi évidemment tous les souvenirs que j'ai avec elle, mais je crois en plus de ça que quand les gens se sont prises, et je crois que c'est un des plus beaux trucs qu'on peut me dire quand on me parle de Thérapie Taxi, c'est de dire ouais mais Thérapie Taxi ça existait pas avant que vous arriviez. Tu vois, de dire qu'on a eu vraiment un truc à nous. Et que Hit Sale c'était un truc à nous, tu vois, c'était un truc où les gens avaient pas entendu ça avant et étaient en mode genre waouh, il se passe un truc. Ouais, et puis moi je vois qu'il y a eu aussi un truc transgénérationnel autour, quoi, c'est que ça parlait aussi aux vieux, hein. Non mais Salope aussi parlait beaucoup aux vieux, c'était trop marrant, genre ils étaient en mode j'adore. Il y avait un côté un peu rock ça marchait très bien. Vous faites Thérapie Taxi, on connaît le succès que Thérapie Taxi a connu. Vous finissez par vous séparer. En gros, l'idée c'était, j'ai lu quelque part que vous étiez dit, ok, on va faire 3 albums et puis après on arrête, quoi. Pas tout à fait, mais en fait, on avait un contrat de 3 albums. Ouais. Et quand on en discutait, surtout Adé et moi, parce que c'était quand même nous deux les têtes de proue du groupe. On s'est toujours dit, on fait 3 albums et on voit après, mais il y a de fortes chances pour qu'on ait plus rien à dire après 3 albums. Et on voyait pas trop Thérapie Taxi sur la longueur, en fait. Très vite, on s'est dit, ça va être un truc là, comme ça, et puis il y aura pas... J'avais l'exemple de Fauve en tête où, pour moi, ils avaient fait le bon truc, genre, il y a un moment donné, ce que faisait Fauve, ça pouvait pas durer trop longtemps, enfin, c'était génial pour plein de gens, mais... Et on avait un peu ça en tête pour Thérapie Taxi, en disant, oui, c'est génial pour plein de gens, mais c'est pas un groupe qui peut vieillir, en fait. C'est trop impulsif, trop instantané, trop dans l'époque pour bien vieillir. Okay. Donc très vite, on s'était dit ça, et moi je m'étais dit, voilà, on a un contrat de 3 albums, il faut faire 3 albums, et je pense que 3 albums, ça sera ce qu'il faudra pour dire ce qu'on a à dire avec ce groupe. Et il y a de très fortes chances que à la fin de ces 3 albums, ça sera évidemment un sujet ouvert, mais il y a de très fortes chances qu'on se dise... au revoir, ou qu'on arrête en tout cas, ou qu'on fasse une grosse pause, ou je sais pas quoi. Mais c'est ouf en fait de se dire ça, c'est-à-dire que vous finissez par arrêter le groupe alors qu'il marche super bien en fait. Oui, alors ça c'est pas mon fait. Oui. C'est-à-dire qu'en fait ce qui se passe c'est que on est le 4 mars de... non, je suis en train de donner... Non, bref. Mon fils naît. Mon fils naît en 2020, en mars 2020. On est 2 semaines avant le Covid, donc on se retrouve confinés et une semaine après, donc nous on a une tournée de Zénith qui vient d'être complètement annulée, donc tournée sur le 2e album. On a sorti notre 2e album en décembre 2019 et Adé envoie un mail pour dire moi c'est on finit la tournée et puis j'arrête, quoi.
il y aura pas de 3e album. Je me vois pas retourner en studio, je me vois pas relancer une tournée derrière. Donc on a une tournée là, plus la tournée d'été. Je veux qu'on finisse ça bien, puis après, voilà. Donc j'avoue que moi c'était pas le bon moment du tout pour moi, parce que je venais d'être père et qu'on était en plein Covid et qu'en fait pour moi Thérapie Taxi c'était une béquille, ça roulait, ça marchait, donc je pouvais un peu me soucier d'autres choses. Et que on a fait que 2 albums et puis il faut s'imaginer que c'est le début du Covid, donc on est dans une période très bizarre. Oui. Donc ça a été une période très compliquée pour moi, où au début je l'ai pas très bien pris, j'étais pas très content, on va dire, et puis surtout j'étais plein de peur et plein d'angoisse. Et puis c'est pas simple en fait, parce que en plus on pouvait pas annoncer que c'était fini, parce que le tourneur avait des engagements sur une tournée de Zénith, et que en termes d'assurance, si on annonçait qu'on se séparait, les assurances allaient évidemment dire on vous rembourse pas, c'est pas la faute du Covid, c'est la faute du fait qu'ils se séparent. Et une tournée de Zénith, ça engage quand même beaucoup de frais, donc en fait on est resté, je crois, quasiment 1 an où nous on savait, mais on n'a pas pu l'annoncer. Et sur cet entrefait, le label nous dit bon les gars, ce serait quand même bien de sortir un truc pour dire au revoir. Il y avait quelques chansons effectivement qu'on n'avait pas eu le temps de finir pour le 2e album et qu'on voulait mettre. Il y avait une chanson qui s'appelait T90, qui était une chanson qu'on avait et qu'on avait décidé avec AD de pas mettre dans le 2e album parce qu'elle était trop pop et que on trouvait que c'était d'une certaine manière une ligne qu'on voulait pas franchir, je pense. Et donc le label a pas mal insisté en disant ça serait bien de faire un EP d'adieu. Moi sur le principe j'étais pas super chaud et en même temps c'était une période où j'étais en mode faites ce que vous voulez de moi, j'en sais rien. Oui, ok, oui, je voulais pas être dans un conflit, donc j'étais en mode genre ok, faisons-le. Puis c'est vrai qu'il y avait quand même notamment Rupture de merde qui est une chanson que j'aime plus que tout et celle-là j'avais très envie de la sortir. Donc il y avait quand même quelques petits regrets où il y avait des chansons que j'avais envie de finir, donc quand même il y a une partie de moi-même qui était en mode j'ai quand même envie de le faire. Et puis j'étais d'accord que c'était une belle manière de dire au revoir. Oui. Et en fait il se trouve que cette chanson qui s'appelait Rupture de merde fonctionne parfaitement et qu'en fait très vite on s'est dit mais si on appelait l'EP comme ça et en fait très vite j'ai vu que ça ferait un bel objet et que finalement oui c'était une super idée, que c'était une super révérence. Et donc on fait cette EP en ayant en tête qu'on avait toujours cette tournée d'adieu possiblement qui aurait lieu mais qui était reportée à cause du Covid. Et en fait on n'y croyait pas trop, mais on sort cette EP en disant ok on sort cette EP, l'ambiance est quand même pas toujours au max entre groupes. Moi je parle à cette époque-là très peu à AD, c'est-à-dire que je dis je veux bien le faire mais je veux pas croiser AD en studio, tout ça et tout. T'es en colère contre elle à ce moment-là? À ce moment-là je suis assez en colère contre elle parce que je trouve que son move il est égoïste, que en gros je suis en colère. Je suis en colère parce que si tu veux, moi je suis quelqu'un qui communique énormément et que pendant 2 ans et demi j'ai été dans la communication disant est-ce que tout va bien, est-ce que tu te sens bien dans le groupe, est-ce que ceci cela, et qu'elle m'a dit pendant 2 ans et demi tout va bien, nickel, et qu'en fait son point de rupture, parce qu'elle fonctionne pas du tout comme moi, une fois qu'il a été atteint, ça a été ok, il faut absolument que j'arrête toute cette machine parce qu'en fait non, c'est pas mon endroit, je suis pas à l'endroit où je dois être, je me sens pas, qui sont des choses que j'ai compris après, et puis moi j'avais aussi une manière d'être qui était très ambivalente, c'est-à-dire qu'en même temps j'étais vachement dans la communication et en même temps j'étais contre le fric de tout et je disais vous avez le droit de parler mais au final si je décide que c'est ça, tu vois. Il y avait un truc un peu totalitaire aussi dans ma manière de gérer le groupe qui était un truc qui finalement laissait pas ou peu de place, ou enfin je sais, bon c'est dur un groupe à gérer, c'est dur un groupe, mais en tout cas dans ce moment-là j'étais effectivement en colère parce que je considérais que elle me l'avait mise à l'envers, que je venais de vivre des trucs difficiles dans ma vie et notamment la naissance de mon enfant et qu'elle était au courant de tout ce qui s'était passé dans ma vie et qu'elle savait très bien que c'était pas du tout le bon moment pour moi. Et donc c'était plutôt une colère amicale, en fait, une colère de dire en tant qu'ami tu t'es pas bien comporté, plutôt que de dire ah ouais t'aimes plus le groupe, c'est naze, tu vois, parce que ça en fait je pouvais tout à fait le comprendre, que enfin je le sentais bien qu'effectivement AD elle était plus à sa place dans ce que moi j'écrivais et que ça faisait longtemps qu'en fait c'était quelque chose qu'elle avait plus envie de défendre, tout ce qu'on racontait, tout ça, et que ça a été elle
pendant un temps, mais c'était plus elle. Et donc artistiquement, je l'entendais, je le comprenais. C'était plus un truc d'amis en disant non, viens encore un an ou deux parce que pour moi c'est pas le bon moment. Bref. J'imagine que t'as un peu un vide là devant toi. Ben en fait, j'ai surtout un gamin qui vient de naître, un appart de 30 mètres carrés, un confinement sur la gueule et un waouh, ça m'a fait mal. Franchement, ça m'a fait mal parce qu'encore une fois, c'était pas le bon moment et que j'étais pas dans des bonnes dispositions pour me rechallenger artistiquement, quoi. Je devais changer des couches, apprendre à être père. Enfin, c'est vraiment la paternité et la création artistique, ça fait pas bon ménage. Enfin, en tout cas, ouais, moi j'étais un mec qui écrivait la nuit, qui aimait beaucoup écrire en gueule de bois. Enfin, et donc je me retrouve dans un truc où j'ai en même temps beaucoup de choses à sortir, mais pas du tout l'occasion de le faire. C'est marrant parce que moi j'ai monté mon projet de boîte en même temps que la grossesse de mon ex-femme, enfin de leur mère, plus les premières années. Et en fait, je bossais la nuit, mais de ce fait-là, je sortais pas en revanche. Hein. Ouais. Quand tu dis bosser la nuit, tu veux dire non, je parle d'écrire. Mais tu vois, j'avais trouvé un juste équilibre entre de ce fait-là, tu vois, je m'occupais du biberon de 3h du mat, quoi. C'était mon truc. Ouais, mais sauf que bah en fait moi, enfin quand je bosse, il faut que je sais pas, c'est un studio, c'est du son, c'est des instrus qui passent en boucle, oui. Enfin et puis surtout je l'ai toujours fait tout seul enfin j'ai besoin d'être seul, quoi. Enfin bref, du coup j'arrive quand même à me débrouiller pour écrire quelques trucs qui sont des trucs plutôt badants du coup. J'arrive à me débrouiller, puis ma vie personnelle reprend une forme. Il y a le Covid, on comprend ce que c'est. Il y a les confinements, déconfinements. Je déménage dans cet appartement avec mon fils et ma meuf. Et puis, je crois que le début justement de la planche de salut, c'est qu'en fait, on fait cette EP. Donc on fait pas du tout de promotion, tout ça, et puis tout d'un coup le truc explose total. En fait, été 90 explose total. Et en fait, ça nous remet un coup de projecteur énorme parce que voilà, on a claqué 2 tubes, Itzal et été 90, quoi. Enfin voilà, le truc fait je sais pas combien, c'est playlisté partout, c'est passé, c'est matraqué à la radio. Et donc en fait, forcément, ça remet un coup de projecteur. Puis moi, je me rends compte que mine de rien, je viens d'écrire encore un tube. Déjà, ça me sécurise en me disant bon bah la SACEM, ça va être sympa, donc je vais avoir pas mal de thunes. Ouais. Parce que pour le coup, sur été 90, je suis quasiment auteur-compositeur à 100%. C'est quelqu'un dit de ça aussi, mais j'ai lâché des points à droite à gauche par sympathie, par politique. Bref, et en fait, et puis surtout, je me dis bon, ça me fait un beau CV pour aller chercher autre chose. Parce que mon label, je sens bien qu'ils sont pas super maxi chauds sur mon projet solo. Enfin, ils m'en parlent pas trop. Ils étaient vraiment focus sur la fin de Thérapie Taxi. Et en fait, il se trouve que le mec dont je suis très proche au label, Olivier, le patron se barre, en fait. Donc c'est aussi pour ça qu'ils sont pas très chauds. Ils peuvent pas me le dire à l'époque, mais en gros, lui, il veut pas me faire signer de truc en sachant que lui va s'en aller, quoi. Et en fait, tout ça se termine sur le fait qu'on nous dit, bon, bah finalement, on va pouvoir la faire, cette tournée d'adieu. Alors attention les gars, il va falloir vous accrocher parce que vous allez faire 2 concerts par soir. C'est-à-dire un à 19h, un à 22h. Wow. Et parfois vous allez faire ça 2 soirs d'affilée dans la même ville. Donc vous allez faire 4 concerts en 48 heures. Ça va être sur 1 mois. Mais on va pouvoir la faire. Et en fait, il va falloir la faire parce qu'on l'a promis. Et vraiment, au moment où on nous dit ça, nous, dans la tête de tout le monde, c'était évident qu'elle n'aurait pas lieu, que il faut bien se rappeler de l'époque, on faisait que se faire reconfiner, tout ça. C'était évident qu'elle n'aurait pas lieu, cette tournée. Donc, en fait, tout le monde est pris de court parce qu'en plus, on nous dit ça 2-3 mois avant en disant, en fait, si ça va le faire. On a les infos, c'est bon. Ça va le faire à moins d'une catastrophe. On va pouvoir tourner en septembre. Donc le premier truc que je fais, c'est que j'envoie un message à Adé en disant bon, tu viens chez moi, on passe du moment et on parle, on s'explique parce que je ne veux absolument pas que on passe une tournée à se faire la gueule et à enfin il faut que ce soit joli ce truc-là. Oui. Et donc ici même, on a pris une après-midi et on a dépioté les trucs et c'était bien.
On a fait ça bien, je crois. Moi, je sais qu'à ce moment-là, moi, j'ai compris beaucoup de choses sur le beau rôle que j'essayais de me donner tout le temps et qui était finalement pas si simple. Puis surtout, j'ai pu parler avec Adé profondément j'ai compris aussi, mais j'avais déjà commencé à comprendre ce truc-là, mais j'ai aussi pu me mettre à sa place, l'inconfort dans lequel elle a pu être ou pu se sentir. Et le fait, il y a un truc que moi j'arrive à capter dans ce qu'elle a vécu, c'est de dire, c'est horrible de pas se sentir à sa place et de jouer un personnage que t'es pas ou que t'es plus. C'est quelque chose qui peut être extrêmement anxiogène au jour le jour. Et en fait, c'est comme dans un couple, il y a un moment donné, il faut que tu claques la porte très fort, parce que si tu la claques à moitié ou si t'es rattrapé par tout, enfin, tu vois, il faut arriver à à arracher le pansement fort. Et arracher le pansement fort, ça voulait dire j'arrête tout et puis je coupe pas mal de communication et au moment où je la rencontre, donc il s'est quand même passé plus d'1 an, je crois, depuis la séparation, elle est dans un processus un peu différent de dire ok, je réaccepte tout ce qui s'est passé, je vois à quel point c'était cool, donc elle est vraiment dans un mood où elle est recapable aussi de faire un pas vers moi. Et donc c'est cool. Et puis surtout, en fait, ce qui se passe avec Adé, c'est qu'on n'est pas du tout les mêmes personnes, mais il y a un truc qui fonctionne toujours énormément entre nous, c'est qu'on a le même humour et qu'on s'est toujours énormément marré ensemble. Et ça, quoi qu'il arrive, ça aide beaucoup dans la relation, parce qu'en fait, quand on passe du temps ensemble avec Adé, on se marre, on se bidonne. On bitch à peu près sur la terre entière, on raconte des histoires, enfin voilà, on se marre, quoi. Et c'est vrai que ça, on l'a toujours eu dans notre relation, et je crois que ça a été un point très important, c'est qu'on a toujours été sur la même longueur d'onde en termes d'humour, et que ça nous a fait passer des super moments. Donc on fait cette tournée d'adieu, qui est franchement juste un souvenir extraordinaire pour moi. C'est-à-dire que vraiment, ça me remet d'équerre dans ma vie. Je retrouve la scène, je vis des moments avec Adé et avec les autres que même à la fin des derniers concerts, genre on était plus blasés que ça. Et il y a cette espèce de truc où on sait que c'est là, que c'est que pour un mois. Les gens sont fous furieux, c'est-à-dire qu'en fait, ils viennent se taper 2 ans de Covid, ils viennent voir leur groupe pour la dernière fois sur scène. Donc si tu veux, chaque concert est une espèce de cérémonie catharsique ultra puissante. Genre vraiment c'était dingue, et en plus de ça on avait conscience de la chance qu'on avait de se dire bon bah des salles comme ça on en refera peut-être plus jamais, ce qu'on est en train de vivre c'est unique, c'est trop beau, donc en fait cette tournée d'adieu ça a été un moment merveilleux, absolument merveilleux. Et surtout moi je me suis reconnecté avec Adé, on s'est reconnecté sur scène, plus ça allait, plus on avait de complicité, plus on était content d'être là, on retrouvait notre truc, enfin. Bon, je dis ça et il faut voir le programme qu'on s'est tapé. Donc c'était aussi beaucoup de stress, c'était aussi beaucoup d'épuisement, parce que vraiment, c'était inhumain un peu les conditions de tour. Et on a dû d'ailleurs annuler une date un peu au dernier moment, parce que juste on était complètement d'équerre, et qu'en plus de ça, avec le succès, on a posé un zénith, puis en plus un deuxième, puis un troisième. Donc on se retrouve à finir sur 3 zéniths. Bon, c'est quand même... voilà, j'aime bien me la péter, quoi, mais c'est quand même fou de faire 3 zéniths, quoi. Et on finit on finit du coup ce dernier concert au Zénith où là moi je suis un casse-couille avec les after-shows. À chaque fois je demande des after-shows, et pour une fois il m'avait écouté en disant bon on va faire les choses en grand, on va louer le Trabendo juste à côté du Zénith, et on va inviter 400 personnes, ça sera after-show, il y aura la famille, les potes, tout le monde, et on va faire un truc avec des DJ sets, les danseuses qui étaient sur scène avec nous qui refont un show de danse, et puis mes poches remplies de substances très marrantes. Et donc on finit tout ça sur moi complètement défoncé qui ai fait un câlin à Adé en disant merci pour tout, je te souhaite le meilleur pour ce qui est à venir, et s'il te plaît ne coupons pas tous les liens, parce que on a vécu des choses tellement fortes, t'as été ma partenaire pendant tellement longtemps, et elle qui me fait un câlin aussi, ce qui est très rare, hein, il faut savoir, dans le langage corporel d'Adé. En fait, on se quitte sur un moment d'amour. Moi, j'ai ce moment d'amour avec elle, j'ai ce moment d'amour aussi avec les producteurs, avec Olivier Caillard, que j'adore, avec le tourneur, on est dans la loge, et il y a cette grande messe de fin, et donc je l'ai raconté sur Instagram.
parce que je trouve ça symboliquement incroyable. C'est-à-dire que dans cette grande semaine de fin, à 4h du mat, il y a mon cousin qui veut me faire un câlin, on se fait un câlin, ça vrille, il me tombe sur le pied et en fait je me pète 2 os du pied quoi. Les deux os métatarsiens du pied qui sont complètement pétés, sauf que sur le moment je suis tellement défoncé que en fait en fait j'entends crack et je sens que j'ai mal et je me dis putain j'ai mal et pourtant je suis éclaté, tu vois. Donc ça veut dire que ça doit quand même être vénère et tous mes potes me disent attends arrête, t'as chochotte tout ça et tout, genre on continue la soirée. Quand même j'arrive pas à danser hein. On continue à des soirées, genre j'ai quand même mal tout ça et puis j'ai mal mais je rigole, enfin bref, voilà, l'état dans lequel je rentre 6h du mat. On dormait chez un pote parce qu'évidemment les parents de ma meuf étaient venus là garder le petit, bref. Et le lendemain j'arrive vraiment pas à marcher, bref j'ai le pied en compote et je raconte ça dans un post Instagram. On a fait une BD avec Zinzin, Caro et les Zinzins, qui est une meuf que j'adore sur Insta, qui fait plein de dessins cool, et donc je lui ai dit viens. Donc je raconte ça et c'est vrai que ce moment-là je savais que mon label voulait plus de moi, je venais de finir un mois d'une intensité folle, mais j'étais incapable de marcher. J'étais en redescente totale. Et je sais que la journée d'après, elle a été compliquée, quoi. Je me suis dit, waouh, ok, now what next, quoi. Retour à la réalité, quoi. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai publié, c'est le texte que j'ai publié sur Insta quand j'ai sorti mon premier EP, où j'explique que voilà, quoi, j'étais en redescente, incapable de marcher, sans label. Et que là, je me suis dit, ok, ça va peut-être pas être aussi simple que ce que tu pensais, quoi. Déjà, j'imagine qu'il y a un vide fou à appréhender, quoi. Bah en fait, je crois que je me suis pas laissé le temps de l'appréhender. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais pas être dans ce vide. J'ai quand même été père, ce qui remplit beaucoup de choses, et surtout j'ai continué à écrire. Et ensuite, mes managers et moi, on s'est activés à partir de ce moment-là pour que je rencontre plein de labels et que tous les labels, je leur disais, moi, je veux que ça aille vite, là. Je veux sortir un EP en mars-avril, quoi. Je veux pas, ça y est, j'ai fait 2 ans de Covid. Mon taf, mon métier, c'est d'écrire des chansons et de les jouer sur scène. Au-delà de toute considération de stratégie, marketing ou digital, moi, j'ai besoin pour moi de faire mon métier. Donc c'est parti, quoi. Donc c'est parti. Donc c'est parti, je rencontre plusieurs labels et très vite ça match très bien avec Troisième Bureau, qui est donc mon nouveau label. Entre-temps, Alexandre Giuliani, donc qui est le mec qui nous avait repéré, je sais pas si on s'en rappelle, qui avait réalisé les 2 albums, tout ça, et qui est quand même un ami, m'avait dit tu viens en studio, enfin je lui avais demandé quand on faisait le premier EP, je lui avais dit j'ai aussi des chansons à moi. I need you pour que c'est un peu de gueule, j'ai besoin de toi pour que c'est un peu de gueule et que ce que je présente à des labels, ça leur envoie un peu de steak. Il m'a dit ok, tu viens au studio, on verra pour le fric plus tard. Enfin, il faut se rendre compte qu'une journée de studio, c'est des trucs qui coûtent entre 500 et 600. Enfin, c'était un vrai pas vers moi parce qu'en fait, c'est des choses qui produire de la musique comme ça, c'est des choses qui coûtent cher. Il a été évidemment payé, mais possiblement, il faisait des maquettes, il faisait des beaux trucs sans que personne ne le paye derrière. Donc ça a été un beau geste d'amitié de sa part. Et donc moi j'arrive avec un catalogue de chansons je crois qu'il y en a 5 ou 6 et donc je rencontre différentes personnes. Après, et je fais en sorte de rencontrer. J'avais dit à mes managers, je vais rencontrer des gens quand je suis encore dans la tournée ou juste après pour qu'il y ait encore ce truc qui émane de moi, le mec vient de faire 3 zéniths, enfin, que je sois sexy, quoi. que je sois sexy pour les gens, parce qu'en plus, je voulais aller chercher un contrat pas trop dégueu. Et donc, on rencontre des gens, je finis par signer avec Troisième Bureau après 2 mois de tractation, d'aller-retour de contrat, tout ça. Et je les sens très motivés, très... Ouais, ils avaient envie, quoi. Ils avaient très envie. Et donc, voilà, je leur dis, il faut qu'on réfléchit. On dit, bon, bah, on va mettre ça, ces chansons-là sur l'EP. Et il faut qu'on sorte un EP. Et en fait... moi, je leur dis tout de suite, j'ai envie de revenir avec Mauvais comme chanson parce que c'est dans mon processus d'imagination de ce que va être ma carrière solo. Cette chanson a été très importante où tout d'un coup, je me dis, ah, tiens, c'est ça. Ça paraît évident, en fait, parce que c'était déjà le personnage que j'étais dans Thérapie Taxi, mais en fait,
je sais pas pour quelle raison, ça n'a pas été évident tout de suite pour moi. Et en fait, je me suis dit, mais oui, en fait, celui que j'ai envie d'être, celui que j'ai envie d'incarner, c'est ce gars, ce sale gosse de la pop, c'est ce mec-là qui essaye d'être le plus entier, le plus naturel, parce que c'est moi, c'est ce que j'ai envie d'être. Et qui a envie d'avoir ce ton insolent, qui est en fait un ADN très énorme de Thérapie Taxi déjà, mais c'était pas frontal. Enfin, j'avais besoin de cette chanson-là pour le comprendre et pour le mettre en musique et pour dire en fait ce que j'ai envie d'être, c'est ça. Et Mauvais décrivait très bien ce que j'avais envie de transmettre et l'attitude que j'avais envie d'avoir, en tout cas sur le premier EP. C'était pas forcément très évident de te dire, bah en fait, en venant de Thérapie Taxi, il faut peut-être créer une cassure ou un truc comme ça. Mais en fait, finalement, c'est la continuité, quoi. Ouais, ben cet exercice il est pas terminé, cet exercice-là pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'en même temps, je crée une cassure parce que Thérapie Taxi, c'est fini. Ça existe plus. Et puis Thérapie Taxi, c'était moi et AD et d'autres gens, mais c'était moi et AD. Et que là, il y a plus AD. Et en même temps, ce groupe-là, j'ai mis toute mon âme dedans, j'ai mis tout ce que j'étais dans mes textes. Enfin, c'est vrai que l'ADN Thérapie Taxi, il venait de moi principalement. Donc en fait, c'est compliqué de créer une cassure et en même temps, moi, j'étais très fier de ce qu'on a fait. Je racontais plein de choses importantes pour moi. Donc en fait, moi, ce que j'essaie de me dire, c'est que je vais évoluer comme j'aurais évolué avec Thérapie Taxi parce que de toute façon, un artiste, ça évolue. Bah oui. Et que la cassure, ça va être juste l'évolution de tout ce que j'ai vécu, de toute la fin, de comment est-ce que je prends la parole sans avoir de gens pour faire un ping-pong, comment est-ce que je raconte aussi tout ce que ça m'a fait, parce que mon premier album va évidemment énormément te parler de toute cette période, de tous les doutes, de toutes les difficultés, de toutes ces putains de 2 ans, 3 ans que je viens de vivre, qui ont été juste des montagnes d'intensité en permanence et des montagnes de remise en question, d'échecs, de lose, de frustration, de jalousie, de moments où je me dis, ok, en fait, si ça va, je raccroche le truc. Ouais, ça fait beaucoup de choses à évacuer, quoi. Donc ça va être ça, la cassure. Ça va être un truc que j'avais pas vécu à l'époque, où l'époque, j'arrivais en disant, j'adore revoir des premières interviews de nous. On s'en battait tellement les couilles, c'était ouf. On était jeunes. On l'était vraiment. On arrivait en interview, on disait, mais ça m'intéresse pas ton interview. Puis en fait, ça m'intéresse pas de passer sur Énergie. J'irai pas faire les plateaux Énergie parce que je t'emmerde. Et qu'en fait, cette attitude badass, genre, je l'adore, mais je sais que je pourrais plus l'avoir. Elle arrivait avec toute la fraîcheur de rien comprendre à ce game-là, de rien connaître, de comprendre qu'en fait, tu peux pas dire, ça m'intéresse pas de passer sur Énergie parce qu'en fait, c'est très important ou que, et en fait, toute cette fraîcheur-là qu'on avait, et qui faisait aussi, je pense, la sève de Thérapie Taxi, de toute façon, je l'ai plus. J'ai vécu 5 ans dans ce game-là, je le comprends, j'ai du recul là-dessus, donc je vais pas la faker parce que je l'ai plus, tu vois. Bon, donc là, t'as sorti un EP qui s'appelle Mauvais Démon. Mauvais Démon. Et donc, tu vas sortir un album qui sera peut-être l'album de la maturité, finalement. Parce que... C'est le terme le plus horrible du question. monde. Non, en plus, pas du tout de la maturité, puisque ça sera mon premier album, ça sera plutôt l'album de présentation. Enfin, l'EP est déjà une présentation, mais pour moi, ça sera un album qui dira... voilà qui je suis. C'est pas du tout la maturité, c'est salut, voilà qui je suis, quoi. C'est marrant parce qu'il y a, tu vois, comme tu dis, je trouve qu'il y a l'ADN de Thérapie Taxi dans ton projet Zawi, mais en fait, on sent aussi que toi, en fait, à côté de ça, t'as aussi grandi, quoi. T'as un môme maintenant, etc. Et c'est vrai qu'il y a un côté sale gosse où parfois on a un peu du mal à se dire, est-ce que ça peut fonctionner avec la vie de papa, quoi, tu vois, par exemple. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, c'est des questions dans lesquelles je suis à fond dedans. Oui, et en étant père, j'avais déjà résolu cette question avant de décider d'être père. Ok. C'est-à-dire que je me suis vraiment posé la question en me disant, il y a plein de manières de concevoir sa paternité, et je sais que j'ai confiance en ma manière de le faire, et je sais que je peux en même temps être libre et en même temps être papa, et je peux continuer à être qui je suis et qui j'ai envie d'être, parce que c'est juste une question de décider, en fait. Tu décides que, évidemment, qu'avoir un gamin, ça te prive de pas mal de liberté, mais en fait, si t'as une bonne partenaire pour le faire, si t'as des bons amis, si tu le fais avec intelligence, que tu te culpabilises pas et tout, tu peux très bien, surtout quand on n'a qu'un seul, être papa et continuer à t'aménager des zones de liberté et continuer à vivre des moments de kiff,
d'improvisation, de défond, de tout ça. Faut juste gérer à côté. Et gérer, ça veut dire savoir quand est-ce qu'il faut pas que tu sortes, savoir qu'est-ce qui est important de pas faire, quelles sont les limites, et avoir être sûr d'être avec qu'il ait une bonne mère, quoi, et avoir des potes qui assurent. Et puis en fait, et ça, je l'ai résolu avant de prendre ma décision d'être père. Tu l'as résolu dans le sens où c'était une question que tu t'étais posée, c'est ça, en disant ma ligne, elle sera là. En me disant je vais être père. Évidemment, confronté à la réalité, ça a été un peu plus compliqué, mais en disant je vais être un père cool, c'est-à-dire je vais être en même temps père et en même temps ça va pas me priver de mes libertés. Je vais décider que ça me privera pas de mes libertés, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être réinventer l'idée. Ceci dit, t'as eu un père artiste, donc il y a peut-être aussi. Ouais, moi j'ai pas grand-chose à réinventer parce qu'en fait mon modèle il est déjà un peu comme ça. Après, on va pas se mentir, il y a quand même quelque chose qui joue énormément, c'est l'argent. C'est-à-dire que j'ai gagné pas mal de fric avec Thérapie Taxi et le fric, ça te permet d'avoir cette liberté. C'est facile de dire ça pour moi parce qu'en fait je peux me payer des babysitters, parce que j'ai une vie aussi professionnelle où je peux la modeler aussi en fonction de mes responsabilités. C'est-à-dire que je peux dire, en fait, je m'en fous, je commence pas à travailler avant 10h parce qu'avant 10h, je dois déposer mon fils à la crèche. Et puis là, en fait, vous m'avez mis une journée studio, mais je partirai à 17h parce que je dois aller le chercher à 17h30. Et qu'en fait, dans mon taf, je peux me permettre de dire ça et que personne vienne me faire chier là-dessus. Et je peux aussi très bien dire, cette date-là, ça marche pas parce que c'est l'anniversaire de mon fils et que je veux être là pour l'anniversaire de mon fils ou ce genre de choses, quoi. Donc en fait, tout ça est rendu possible par la vie que j'ai maintenant et par le fait que voilà, que en plus de ça, j'ai un appart qui est à moi, que il y a plein de trucs que je m'enlève qui rendent le quotidien des autres paternités difficiles. Ouais. Mais c'est aussi une décision. C'est aussi une décision de se dire, c'est pas parce que j'ai un enfant que je dois m'oublier complètement, et je suis intimement persuadé que c'est en étant moi-même heureux que je rendrai heureux mon fils. Et moi, pour être heureux, j'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Donc comment je fais en sorte que ça arrive? Et si je suis bien organisé, c'est possible. T'as l'impression que t'es arrivé au succès aujourd'hui? Avec Zawi? Non. D'une manière générale dans ta vie? Thérapie Taxi, ça a été un franc succès, ouais. J'ai été quelqu'un qui a connu un succès, ouais. Ça te fait peur de te dire, ok, il faut redémarrer de zéro, faut réinventer le nom, comme tu disais tout à l'heure, faut l'imprimer, faut le marteler. Et puis je voyais les commentaires des gens dans tes clips qui disaient, waouh, trop cool, on retrouve l'esprit de Thérapie Taxi, etc. Ça doit faire plaisir. Et en même temps, ça dépend des jours. Il y a des jours où j'ai l'impression que ça marchera pas, d'autres jours où je suis persuadé que ça va tout cartonner. C'est une situation inédite avec qui j'ai personne pour parler de cette situation parce que évidemment j'ai pas de potes qui ont connu ça. Je sais que j'ai un label qui est très tech care, qui sont trop mignons avec ça, qui sont tout le temps en mode bon, t'inquiète pas. Mais en même temps, c'est vrai que je me trouve sur une situation un peu, voilà, je suis pas vraiment un projet en développement parce que j'ai déjà beaucoup développé, et en même temps j'ai un nom où il y a plein de gens qui écoutent Thérapie Taxi qui savent absolument pas que j'existe. J'ai prouvé beaucoup de choses, mais je les ai jamais fait en mon nom propre et juste avec moi. Donc même si c'est moi qui ai écrit les grands succès, je pourrais jamais dire que Thérapie Taxi c'était que moi, et je pourrais jamais dire c'est que ma réussite à moi. D'ailleurs, on peut même pas le dire dans des projets solo parce que il y a toujours des gens qui bossent derrière, mais voilà, donc j'ai encore tout à prouver en mon nom. Donc c'est en même temps très excitant, et en même temps effectivement, si ça marche pas, si ça finit par vraiment flopper, si c'est un échec, tout simplement, je vais avoir besoin de beaucoup de ressources mentales pour passer à autre chose et pour l'accepter et pour rester heureux malgré ça. Je me prépare mentalement ça fait longtemps que je me prépare mentalement à ça, parce qu'en fait tous les artistes préviennent, dans une vie d'artiste il y a des moments très hauts, il y a forcément des chutes, des moments bas, et en fait il faut être blindé. Franchement, il faut être blindé, et quand ça va très haut et quand ça va très bas, il faut être blindé, parce que c'est des choses qui sont inhabituelles et qui sont fortes à vivre. Il y a plein de gens qui te regardent, puis il y a des gens qui te regardent plus, puis quand on te regarde trop, c'est aussi oppressant, mais en même temps, après, quand on te regarde plus, tu te sens comme une merde.
Et en fait, tout ça se résout en ayant des amis fidèles et sûrs, en travaillant sur soi, en s'analysant en permanence, en se disant pourquoi je ressens ça, qu'est-ce que je vais chercher là, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Et c'est vrai que notamment, là, tu vois, je viens de recommencer le live, et en fait, je peux m'analyser, me parler pendant 1000 ans, juste recommencer le live, ça me fait un bien fou. Et ça me redonne une confiance de malade, et en fait, je sais pas ce que je vais chercher. Très sincèrement, je suis pas obsédé par l'idée de devenir quelqu'un de très connu. C'est vraiment pas un truc qui m'obsède. Et je pense même qu'un succès comme Thérapie Taxi, le porter tout seul sur mes épaules, il y a de grandes chances que ça me rende plus triste qu'autre chose. Donc je crois que je préférerais avoir un succès plus modéré, mais dans ma tête, j'ai envie de remplir une cigale, j'ai envie d'avoir un disque d'or. Et je crois que c'est ça mon objectif. Ok. Mais c'est un objectif en même temps, pas plus, tu vois. Je veux ça et pas plus. Mais c'est déjà, il faut aller le chercher, ça, tu vois. Mais en fait, je veux pouvoir en vivre convenablement sans avoir les désavantages de plus pouvoir sortir boire une bière avec mes potes, quoi. Oui, parce que les gens te reconnaissent, ou c'est ça, d'avoir. Ouais, mais là, tu vois, on me reconnaît, on me reconnaissait déjà à l'époque de Thérapie Taxi, mais on me reconnaît dans une proportion qui m'empêche pas de sortir, Ouais. quoi. Pas en mode de. Ouais, en mode de. Marié carré, quoi. C'est acceptable, oui, ou pas en mode, je sais pas, n'importe qui comme L'Homme Pâle, ou je sais pas qui, ou Clara Luciani, qui peut certainement plus foutre un pied dehors, et je sais que moi, personnellement, ça me rendrait très triste de perdre ce droit à l'anonymat, quoi. Merci beaucoup. Eh ben, On a dit donc, blablabla. C'était c'est plein de choses que t'as raconté. Je mettrai dans les liens tu sais, on peut mettre dans les notes de podcast tous les liens pour pouvoir l'écouter, l'EP, pour pouvoir les dates de concert, toutes les dates on de vient concert, d'annoncer un ton Bataclan. Instagram, etc. C'est quand ton Bataclan? Le 12 avril, on vient d'annoncer un Bataclan. C'est pas encore la Cigale parce qu'il y avait un problème de date et qu'on a choisi, on avait le choix, mais on a choisi de faire un Bataclan parce que ça se goupillait mieux. Mais c'est quand même un big step. Donc voilà. Trop bien. Allez acheter vos places pour le Bataclan. Je te souhaite tout le meilleur. Ben à toi aussi. Merci. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com. Tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Voilà, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.